Merci bien. Vous savez, je viens de dire au dernier qui a fait son discours qu'il m'a mis la corde au cou, mais nous allons nous assumer. Ma conviction a toujours été que, de même que l'armée se bat au front, même si on prend tout le territoire, s'il n'y a pas de justice sociale, il n'y aura pas de paix dans le pays. Donc la justice, je ne dirais pas au même titre, en tout cas, comme l'armée, les forces de sécurité, sont les deux piliers, les deux conditions sine qua non, peut-être pas suffisantes, les conditions indispensables à la stabilité dans un pays. Ça, c'est des convictions fortes que j'ai toujours eues de longue date. Et c'est pourquoi j'attache un prix particulier à tout ce qui se fait dans le domaine de la justice. Et surtout que les Maliens, avec le désespoir de la perte de leur pays, pendant qu'on fait des conférences, on voyage, des groupuscules d'hommes politiques, ce que j'appelle l'oligarchie, ceux qui ont pris notre pays en otage, pendant que le pays disparaissait, il y a certains qui ne le sentaient même pas. Il a fallu la détermination des militaires pour recouvrer notre pays qui était presque perdu. Eh bien, les agents, les hommes, ceux qui sont dans le corps de la justice aussi, beaucoup dépendent d'eux. Si vous écoutez les Maliens dans la rue, beaucoup se plaignent de la justice, souvent à tort. Certains, c'est pour instrumentaliser parce que c'est devenu une spécialité au Mali. Souvent, lorsque les gens ne peuvent pas aborder un problème directement, ils sous-traitent. Et donc, souvent, on critique les juges, je ne les défends pas. Le corps de la justice, on les critique souvent, sans savoir que leur rôle, c'est d'appliquer la loi. Mais ceux qui sont chargés de faire la loi, c'est les élus au nom du peuple. Donc les responsabilités sont partagées. Ça veut dire qu'au moment où on veut faire des changements politiques, donc il y a de nouvelles orientations politiques, si dans le domaine de la justice, les choses ne suivent pas, si dans le domaine de la défense et la sécurité, les choses ne suffisent pas, les hommes politiques, les dirigeants vont continuer à parler juste le temps de leur mandat. Comme en Afrique en général, on cherche à durer au pouvoir. On ne cherche pas à régler souvent les problèmes, les gens cherchent à durer. C'est pourquoi il y en a qui font 20 ans, 30 ans, ils quittent, après on a les mêmes problèmes. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président des institutions ou leurs représentants, Monsieur le ministre d'État de la décentralisation, il vient de se retirer, il a une obligation. Il est donc autorisé à se retirer et se faire remplacer par le ministre de la Communication. Monsieur le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je vais continuer toujours à le répéter, ce n'est pas flatteur, les remercier et les féliciter pour la mobilisation autour de leurs collègues de la justice, manifester la solidarité gouvernementale. Je sais que beaucoup ont leur agenda qui ont été bousculés, parce que c'était d'abord 10 heures, après midi, et le fait de laisser toutes leurs activités être là pour soutenir leurs collègues, je voudrais les saluer, les remercier pour cette marque de solidarité et de camaraderie, j'allais même dire, dans le gouvernement entre vous, parce que l'un des piliers de notre succès, c'est la solidarité entre les membres du gouvernement pour faire un bloc autour du président de la transition. Souvent, quand on est en conseil de cabinet, on prend beaucoup de temps parce que, je l'ai dit qu'entre nous, je veux qu'on discute comme des camarades. Parce que chacun d'entre eux peut devenir président ou premier ministre demain. Ce n'est pas de la blague, mais j'en suis convaincu. Et donc, on prend beaucoup de temps à discuter entre nous.
Ça veut dire que les membres du gouvernement, on doit avoir une idée claire du travail que nous devons faire. Et le président, en cas d'arbitrage, il préside. Je suis donc toujours très heureux quand je vois les membres du gouvernement en bloc ou en grand nombre autour d'un de leurs collègues. Je voudrais donc les saluer et les remercier. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les représentants ou les présidents des autorités administratives indépendantes, certains sont dans la salle, si j'ai bien regardé, d'autres sont représentés. Monsieur le président de l'ordre des huissiers commissaires de justice, on est aujourd'hui à votre fête. Nous voulons que ce soit la fête pour tout le monde et surtout pour les autres membres de la grande famille judiciaire que je voudrais saluer ici. Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie marquant l'ouverture du premier forum sur, je cite, les états généraux des huissiers commissaires de justice organisé par l'ordre des huissiers commissaires de justice du Mali. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta à mon nom propre, remercier l'ordre des huissiers commissaires de justice du Mali de cette belle initiative consistant à regrouper l'ensemble des membres de votre corporation pour un examen sans complaisance de l'état de la profession afin de tirer les enseignements permettant de donner les meilleures orientations possibles pour le présent et l'avenir de votre métier. J'allais dire du métier, parce qu'il concerne, in fine, dans son exercice, l'ensemble des Maliens. Je viens de l'écouter dans les différents discours. À l'entame de mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais avoir une pensée émue pour toutes les populations sinistrées de notre pays, mais aussi pour celles des pays membres de l'AES, victimes d'inondations qui ont causé de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. Le gouvernement de la République du Mali, prenant la juste mesure de la situation, a tenu le 23 août dernier, sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, un conseil des ministres extraordinaire qui a fait le point de la situation avant de prendre des mesures appropriées. Dans la même dynamique, il a pris un décret déclarant l'état de catastrophe naturelle sur l'ensemble du territoire national. Les messages de solidarité et de compassion du gouvernement de la République du Mali et de la nation malienne tout entière a été porté au plus haut niveau de l'État par le président de la transition, le président de tous les Maliens et en exercice de tous les citoyens de l'AES. Autrement dit, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui a bien voulu s'adresser par son message en date du 23 août dernier au peuple de la Confédération, meurtri par ces événements douloureux. En m'inclinant pieusement devant la mémoire de toutes les personnes décédées à la suite de ces inondations, pour lesquelles nous prions le bon Dieu pour le repos éternel, je formule le vœu de prompt rétablissement pour les personnes blessées. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'un des heureux constats de notre peuple depuis le début de la transition et surtout depuis la date de la rectification, depuis l'installation des autorités de la transition rectifiées, c'est la grande capacité de résilience face aux événements. En effet, avec le soutien et la détermination de notre peuple, nous avons dû faire face à toutes sortes d'adversités, des plus manifestes
ou plus voilé, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous entendez beaucoup de gens soutiennent de la transition, c'est ce que j'appelle les soutiens de la 25e heure. Personne ne les a vus avant la rectification. Mais maintenant, ils sont très bruyants. Ils sont dans les médias, ils font des meetings, mais qui se tiennent pour dire, nous ne nous trompons pas. Nous savons comment les pays ont avancé dans l'histoire. Beaucoup poursuivent des objectifs stratégiques qui consistent, à travers des micmacs, des discours spécieux, à amener le doute chez les Maliens ou les amener à douter de leurs responsables. Mais nous ne sommes pas dupes. Moi, je suis avec beaucoup d'attention. J'essaie de décrypter tous ces faux professeurs, ces faux donneurs de leçons qui sont dans la rue, dans les meetings, dans les médias, qui font des interprétations spécieuses et malveillantes des propos, surtout du Premier ministre, en disant « Oui, moi je soutiens les militaires, le Premier ministre, il est mauvais. » Maintenant, vous savez comment ça se passe. La finalité, on connaît. Je connais beaucoup de pays où ça s'est passé comme ça. J'en ai cité beaucoup de cas où des mouvements politico-militaires dirigeaient un pays. Certains sont allés chuchoter dans les oreilles des militaires, comme au Soudan. Ah oui, il faut enlever le Premier ministre, il faut le mettre en prison. Ils l'ont fait. Et après, les mêmes sont allés chuchoter pour mettre les militaires en conflit. Et leur pays est détruit maintenant. La plupart de ceux qui ont orchestré ça, ils ne sont plus là-bas. Certains sont morts, d'autres sont partis ailleurs. Donc, nous avons une analyse historique et très vigilante de tous ces commentateurs, tous ces des citoyens, c'est des défroqués, je les appelle. Vous savez, ils ont leur spécialité. Certains sont des militants de partis, des syndicalistes, des hommes de presse. Mais en réalité, ils poursuivent des objectifs politiques. Mais ils se cachent derrière certains trucs. Mais nous ne sommes pas dupes. Je crois qu'ils perdent leur temps. D'ailleurs, depuis que la transition a commencé, nous ne sommes que dans ça. Mesdames et messieurs, l'un des erreurs constants de notre peuple, depuis la transition, comme je l'ai dit, c'est la grande capacité de résilience face aux événements. En effet, avec le soutien et la détermination de notre peuple, nous avons dû faire face à toutes sortes d'adversités, je l'ai déjà dit, des plus manifestes aux plus voilés, qui n'avaient pour objectif que d'empêcher la prise en main de notre peuple, du destin de notre peuple et d'assurer notre souveraineté nationale. Notre peuple a beaucoup appris de ces adversités, de ces attaques, de ces combines ou complots, et aujourd'hui est plus que jamais déterminé à assumer ses responsabilités, à accomplir son devoir historique sous le leadership du président de la transition et de ses compagnons d'armes. Je dis ça souvent parce que je ne veux pas personnaliser le débat. Aujourd'hui, c'est tous les corps de l'armée réunis qui sont en train de nous restituer notre dignité. On avait la même armée, on avait plus d'argent, il y avait peut-être moins de terroristes. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Avec le changement de leadership, notre armée s'est réorganisée. Donc tous les mots que j'adresse, c'est à tous les militaires. Vous savez, au début, quand on était dans les manifestations, on parlait toujours les 5 colonels. Je vois d'ailleurs quelques ignares encore en ville qui continuent de le dire. Aujourd'hui, le président, en discutant, il nous a dit, mais nous, on était à Bamako. Mais si le reste de l'armée n'avait pas suivi, il dit, ça, c'est une bonne leçon de philosophie. Donc, ce que nous disons, ça concerne toute l'armée, avec un leadership que tout le monde connaît, qui a autour de lui le ministre de la Défense, les chefs militaires, qui ont donné la preuve à plusieurs occasions, qui sont capables d'écrire en lettres d'or dans les grands livres d'histoire des combats militaires. Vous avez vu comment ils ont pris Kidal? J'ai dit ce qui a été fait à Kidal, et même avant Kidal,
c'est digne d'être enseigné dans les plus grandes écoles militaires. Au Mali, nous avons la seule armée, sinon l'une des rares, pour ne pas exagérer, qui recrute, forme, s'équipe, s'entraîne, fait la guerre qu'on lui a imposée et gagne. Les autres se préparent des années durant, comme on dit l'autre, qui veut la paix prépare la guerre. Mais nous, on nous a imposé une guerre et notre armée a pu y faire face grâce à la solidarité entre les militaires maliens. Mesdames, Messieurs, aucune influence, aucune adversité ne nous fera dévier de la voie désormais tracée par notre peuple, qui s'est exprimé en termes clairs dont nul ne doit ignorer la signification pendant les assises nationales de la refondation, auxquelles certains se sont opposés. Il y a des gens que je vois aujourd'hui qui sont d'accord avec le gouvernement, qui soutiennent, mais qui étaient opposés jusque dans les salles. Il y a des gens qui ont même émis des textes pour vilipender le Premier ministre. Parce que certains disaient que c'est les assises de Choguel. Le président, comme on l'appelle, il est le père de tous les Maliens, il est allé jusqu'à réunir tout le monde, prier tous les Maliens qu'on se mette ensemble pour pouvoir tenir les assises. Mais il y a certains qui ont dit non, ça c'est des mises en scène. Il y a certains de ces gens-là ou leurs partisans que j'entends crier maintenant dans les médias, nous sommes les soutiens de la transition. J'ai dit bonjour, vous pouvez venir, la transition c'est pour tous les Maliens. Ou bien vous entendez certains dire, ah le premier c'est clivant. Quand j'étais malade, d'ailleurs, j'ai un médecin qui m'a dit ça. Il a dit, monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est que clivant? Parce qu'ils écoutent dans les médias, ils déforment. Et quand vous n'écoutez que la même source, vous croyez. J'ai dit, mais dites quand est-ce que... Moi, j'ai attaqué des partis politiques. Je suis dans le débat politique. Et les adversaires, je ne leur fais pas de cadeaux. Je ne suis pas venu pour plaire à tout le monde. Il y a des gens qui étaient contre le changement. Ceux-ci-là, quelle que soit la veste qu'ils portent aujourd'hui, des grands boubous, des chapeaux ronds, des vestes, mais on les connaît. Ils peuvent venir nous dire, nous on est avec la transition, mais moi je ne me trompe pas. Je connais tous les principaux acteurs au Mali, politiques, militaires, syndicalistes, tout le monde. Tous les défroqués qui deviennent des alliés de la transition, maintenant je les connaissais avant. Donc, ils peuvent tromper déjà, mais pas nous. Parce que nous connaissons tout le monde. Je voudrais donc dire, dans l'histoire de l'humanité, vous ne verrez jamais un Premier ministre qui vient avec la vocation de rassembler tout le monde. Mais vous prenez des arachides qui sont à côté, et il y en a qui sont bonnes. Vous connaissez le proverbe Bambara? Vous mettez une mauvaise graine dans un sac de bons arachides, il va les contaminer tous. Donc tous ces soutiens défroqués-là veulent venir aujourd'hui donner des leçons pour nous dire où on va aller. Vous savez, ma première réunion avec les partis politiques, lorsque j'ai expliqué la volonté du gouvernement de faire les réformes, vous savez ce qui m'a été répondu? Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections et s'en aller. Et c'est le discours spécial qu'il y a dans tous les médias étrangers. J'ai dit non. Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est de résoudre les problèmes qui ont présidé à son avènement. Et donc, les réformes qu'il y a au Mali, vous dites de faire les élections à aller. Mais c'est les mêmes personnes qui ont détruit le Mali, qui vont aller distribuer l'argent corrompu pour revenir à la tête du Mali. Nous allons faire les réformes. J'ai même dit ce jour-là une boutade à quelqu'un. J'ai dit, tu sais, un bé malien, un bébé d'Odakelin fait. Mais un Bodakelin fait des. Parce que Bafeka Bodamina et Mondala a été clé. Et les gens sont sortis avec le soutien des ministres étrangers qu'on connaît. Le premier, c'est les clivants. C'est les partisans de la dictature de Moussa Traoré. Même les gens qui étaient des collaborateurs de Moussa jusqu'au 26 mars, j'ai entendu certains dire ça aussi. Alors que moi, je n'ai vu Moussa que le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Avant, je le voyais à la télé comme tout le monde. Mais on est au Mali, il y a des gens qui se sont spécialisés dans ça.
toute leur carrière est bâtie sur ça. L'effronterie, le mensonge, la manipulation, et ils ont des situations. Vous les prenez intrinsèquement dans le domaine où ils sont, ils ne pèsent pas grand-chose. Même après ce débat-là, cette interview, il y en a qui vont aller prendre, décortiquer. Ah, le Premier ministre a voulu dire ça. Moi, je suis un analyste. Aucun Premier ministre dans l'histoire de l'humanité n'est venu pour dire qu'il va mettre tout le monde ensemble. Il vient pour résoudre les problèmes pour lesquels il est venu. Donc moi, je ne suis pas venu pour mettre ensemble les enfants des militaires et des femmes des militaires qu'on a assassinés au nord avec celui qui a détourné l'argent et déposé dans des banques étrangères. On est tous des Maliens. Mais Antebo Daklin fait. Ça, c'est très clair. Je suis venu et le premier discours qui a été tenu au premier conseil de cabinet, le 13 juin 2021, je l'ai dit clairement que nous allons faire une transition de rupture, qu'il faut que le pays soit gouverné par l'exemple. À partir du moment où les choses sont claires, je ne suis pas venu quand vous entendez dire il met tout le monde ensemble, c'est qui ne veut rien faire. Vous mettez quelqu'un qui a volé tes œufs et toi qui es propriétaire, on vous met ensemble, on dit de vous entendre. Mais sauf s'il y a un troisième baron qui s'assoit à côté, qui profite de votre bagarre pour venir s'incruster et profiter. Ça n'arriverait pas ici. En tout cas, tant que nous on est là, on va barrer la route à ces imposteurs, comme je les appelle. Bon, on va aller dire encore qu'il a insulté les gens, le Premier ministre malien parle beaucoup. Le Premier ministre malien, c'est un homme politique. Le Premier de certains pays de l'AES, ils ne sont pas des hommes politiques. Et on n'a pas survenu de la même façon. C'est un combat du peuple malien contre lequel certains étaient qui nous a amenés ici. Donc personne ne peut venir nous dire de nous taire. Chaque fois que nous voyons des déviations ou bien des gens malpropres qui veulent venir s'incruster, nous allons les dénoncer. Maintenant, les critiques, c'est normal. Un homme politique qu'on ne critique pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. La plus grande maladie pour un homme politique, c'est l'indifférence. Le fait de vous critiquer là, c'est normal. Si vous êtes devant les gens, on vous critique. Si vous n'avez pas de critique, il faut aller dans votre famille ou aller dans votre champ et ne parler à personne. Donc, bonjour les critiques. Seulement, je demande aux Maliens de prendre tout avec discernement et analyse. Les menteurs qui viennent déformer les propos du Premier ministre, certains ont dit de les amener en justice. J'ai dit ça ne se fera jamais. Personne ne me verra amener un homme politique défroqué qui allait se cacher dans la presse ou dans les syndicats, ou bien un homme de presse l'amener à la justice. Un homme politique, il faut faire le débat. Celui qui ment là, il va être rattrapé par le temps ou par le mensonge. Donc on est dans ça. Donc il y a certains qui vont provoquer le Premier ministre pour qu'il aille devant les juges. Moi, je n'irai jamais devant les juges, en tout cas contre un homme politique ou la presse. Parce que cette contradiction est nécessaire pour la vie de la société. Et mon parti que vous voyez là, n'eût été l'indépendant de la presse, il n'allait jamais exister. Il y avait un moment où toutes les portes étaient fermées. Seuls quelques journalistes disaient nos messages. Donc on est mal fondé pour aller chercher à nuire à des journalistes parce qu'ils ont donné leur opinion. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains. Il y a même un journaliste qui m'a dit, mais ce qui est bizarre chez toi, c'est que les autres, quand on les critique, ils ne nous parlent même pas. Mais toi, quand on te tape dessus, on te voit, on a l'impression que tu n'as pas lu ce qui est dans nos journaux. Moi, je lis tout. Tous les jours, même à la fonction de Premier ministre, la presse nationale et internationale, les courriers me prennent de 5h à 7h, 8h, tous les jours. Donc, tout ce qui parle là, je lis ce qu'ils écrivent là. Rien ne passe inaperçu. J'ai fait ces précisions-là pour que les choses soient très claires pour vous. Que ce Premier ministre clivant qui est devant vous là, il n'est pas venu pour unir tout le monde. Il est venu pour exécuter et mettre en œuvre la politique de la rectification de la transition que le président de la transition lui a assignée depuis sa nomination comme Premier ministre. Mesdames et messieurs,
tout en félicitant l'ordre des huissiers commissaires de justice pour cette belle heureuse initiative. Je vous l'ai déjà dit, je vais répéter, cette initiative, elle est très bonne. Parce que tous les corps de la justice sont actuellement en train de s'organiser. Qu'il en soit félicité pour son leadership, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il a très tôt compris, et le corps de la justice, le rôle de la justice dans la stabilisation du pays. Nous avons compris bien avant qu'il ne sert à rien. En tout cas, ce n'est pas à rien, mais en tout cas, il ne sert pas à grand-chose de conquérir le Mali militairement s'il n'y a pas de justice dans le pays. Il y aura toujours des sources d'insatisfaction et de soulèvement. Surtout que les adversaires extérieurs du Mali ne cherchent que des gens mécontents pour des raisons, pour les payer en sous-main, pour les mettre dans la bataille. Au Mali, nous avons la stabilité ici. L'autre jour, je l'ai dit. Moi, je suis au courant que les syndicats maliens ont été démarchés par des forces extérieures pour les amener dans des grèves. Mais le sens patriotique a prévalu. Ils ont dit non. C'est pourquoi on est stable aujourd'hui, entre autres raisons. Ça, je l'ai dit la dernière fois, je le répète. Je ne suis pas un syndicaliste, mais je ne me trompe pas sur le rôle des syndicats dans la stabilité du Mali. Mesdames et messieurs, j'ai parlé du rôle du ministre de la Justice. Il a compris qu'il faut réorganiser la justice. Et le contexte actuel sur les états généraux des commissaires de justice, après celle des notaires du 18 au 19 juillet 2024, où j'ai fait une intervention, j'ai regardé en 24 heures, il y a 147 000 personnes qui l'ont regardé. Ça veut dire que le contenu intéressait les gens. Si ça n'intéressait pas, vous allez trouver des insultes 10, 3 et puis c'est fini. Donc j'ai compris qu'il y a des messages dont les Maliens ont besoin. Notre rôle, en plus de la gouvernance au quotidien, c'est l'éveil des consciences de nos populations. Les militaires sont au front. J'ai dit qu'un militaire tire, il tire une cible. Quand on parle, c'est des milliers de personnes qui écoutent. Il y a peut-être 20, 10, 30% qui ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas un problème. C'est la contradiction qui fait avancer. Mais ceux qui sont de bonne foi comprennent. C'est pour cela que le Premier ministre parle beaucoup chaque fois qu'il est devant les gens. Ceux qui sont pressés, ils disent, mais vraiment, il parle trop. Le Premier ministre, Akumakatcha, Anenkadi. En réalité, moi je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas là seulement pour participer au Conseil des ministres, pour traiter les dossiers techniques. On a un rôle d'éveil des consciences politiques des citoyens. Ce qui est caché aux citoyens, comme on vient nous dire, on vient libérer votre pays. Et on nous amène des forces étrangères dont le rôle, c'est de nous garder dans l'obscurité pendant des années. Il faut bien qu'un jour, on se lève pour expliquer aux Maliens que tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Toutes ces forces-là, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, et Cap, et Tem, Petit et Patatal, ils étaient venus en réalité pour nous maintenir dans cette situation. Il y a certains membres de l'oligarchie qu'on paye, et ceux qui ont ceux qui parlent beaucoup, ceux qui écrivent, on les corrompt tous. Et le reste de la population est assujetti. Si nous nous comprenons, il faut qu'on explique aux Maliens. Il faut qu'on éveille la conscience des Maliens pour qu'ils comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, après cette rencontre des noteurs du 18 et 19 juillet, où j'ai dit ce que j'ai dit, et qui a été bien entendu par 146 000 personnes en un jour, et celle des avocats les 27, 26 et 27 juillet, il n'y avait pas d'autre chose, mesdames et messieurs, que d'encourager le ministre de la Justice à continuer. Et c'est pour cela que, mesdames et messieurs, au nom du président de la transition et à mon nom propre, je voudrais saluer le président de l'ordre des huissiers commissaires de justice pour l'organisation réussie des états généraux
qui dénote de la grande responsabilité du leadership dont il fait preuve pour hisser leur coopération à la hauteur des enjeux et défis actuels et futurs dans un environnement perpétuel. La vie des organisations professionnelles, mesdames et messieurs, telles que celle du secteur de la justice, est à l'épreuve des réalités socio-économiques et juridiques du pays, dont l'évolution est liée à la fois à des facteurs exogènes et endogènes. Face à cette réalité, il devient impérieux de se retrouver dans un cadre d'échange et de réflexion autour de l'état des lieux de la profession, son introspection, en questionnant le passé, la déontologie applicable aux membres, les difficultés d'exercice du métier, les perspectives, dans l'objectif d'aboutir à des recommandations qui détermineront l'avenir de la profession. C'est pour cela que je suis avec beaucoup d'attention et je donne juste un avis. Il est bon que les États généraux ne se transforment pas, pour parler, comme quand on était étudiant, en un catalogue de revendications, mais aussi d'autocritique, pour que, effectivement, à la fin de tout ce processus, le peuple malien puisse être encore plus fier de sa justice. Le choix de la thématique principale de votre forum, je cite, la profession d'huissier commissaire de justice face aux mutations politiques et socio-économiques, je ferme la parenthèse, les guillemets, est tout à fait pertinent au regard du contexte de refondation de l'État, mais aussi des orientations et actions en cours pour améliorer la qualité du service de la justice et de ses différents segments. Il s'agit en définitive, mesdames, messieurs, d'apporter les réponses adéquates aux besoins et aux aspirations de notre peuple, exprimés lors des assises nationales de la refondation. Mesdames et messieurs, cette justice crédible, accessible et efficace, à laquelle nos citoyens font confiance, passe nécessairement par une réforme globale qui touche l'ensemble du secteur des magistrats aux greffiers, en passant par les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les experts judiciaires, ainsi que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Il s'agit de faire en sorte que chaque corporation joue pleinement son rôle dans le respect strict des règles d'éthique et de déontologie. À cet égard, nul besoin de rappeler le rôle fondamental des huissiers commissaires de justice dans la distribution de la justice, pour la simple raison qu'ils sont au début, à la fin de toute procédure judiciaire. J'ai suivi avec beaucoup d'attention leur rôle et leur mission à travers l'intervention du président du comité scientifique. J'ai vu, j'ai écouté ici beaucoup de choses qui ont été dites. Chers amis, chers parents, chers citoyens, débattez honnêtement, posez le vrai diagnostic et demandez au gouvernement d'exécuter dans la mesure du possible ce qui peut se réaliser en cette période cruciale de notre histoire. Mesdames et messieurs, il s'agit de faire en sorte que chaque corporation joue pleinement son rôle. Et à cet égard, nul besoin de rappeler le rôle fondamental des huissiers de justice. J'ai également relevé, comme je l'ai dit tantôt, avec un réel intérêt, l'intervention du président de l'ordre, les projets de réformes envisagés pour donner un nouveau souffle à cette profession. Ce forum offre sans doute l'occasion de débattre de la problématique liée à l'exécution des décisions de justice qui constitue une des préoccupations majeures de nos citoyens. C'est pour vous dire que le gouvernement attend de ce forum des recommandations pertinentes, porteuses de solutions holistiques, réalistes, efficaces, de nature à répondre aux défis actuels et futurs de la profession. Mesdames et messieurs,
le gouvernement de transition, sous les hautes orientations du président de la transition, a mis la justice au cœur du changement pour la refondation de notre pays. Car, je l'ai répété plusieurs fois, sans justice, il ne saurait y avoir de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale de notre pays. Dans l'espoir, cet espoir placé en la justice de notre pays ne doit être déçu en aucune manière, et tous les voies et moyens doivent être dégagés pour qu'elle joue pleinement son rôle dans l'atteinte des objectifs de la transition. C'est la raison pour laquelle le président de la transition et tout le gouvernement soutiennent à bras le corps Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme garde des Sceaux dans ses initiatives pour réformer durablement, efficacement la justice de notre pays. Les États généraux des huissiers commissaires de justice, troisième du genre, après, comme je l'ai cité tantôt, les avocats, les notaires, illustrent parfaitement sa détermination à relever les défis qui s'imposent au secteur. Pour ceux qui ne font pas beaucoup attention, vous regardez même dans l'architecture du gouvernement. Vous avez le Premier ministre, première priorité des Maliens, la défense, ministre de la Défense. Deuxième priorité, c'est la justice, le ministre de la Justice. Ce n'est pas par hasard. Ça ne veut pas dire qu'un ministre est plus important que l'autre, mais il y a des priorités autour desquelles les Maliens ont manifesté des mois durant. Parce que vous savez, il y a certains qui essaient de faire oublier tout ça. Comment le gouvernement est venu, comment la transition est venue, tout le monde sautille comme des cabris. Moi, je dis que si on ne fait pas attention là, c'est comme les tinini là, tu les jettes, ils vont aller tomber dans l'huile chaude là, au lieu de tomber dans l'eau. Nous ne sommes pas des tinini, hein. Dans ce gouvernement là, tous ceux qui sautillent comme des cabris là, pourtant la tinini sera en fait. Mesdames et messieurs, vous me permettez une digression qui vaut son pesant d'or. Il y en a deux, je commence par le premier. En effet, dans toutes mes interventions, je rappelle le rôle éminemment crucial de nos forces armées de sécurité, de nos vaillants femmes qui, nuit et jour, sous le soleil ardent ou sous le froid glacial, sans repos, loin de leur famille, se battent au prix de leur vie pour que nous puissions nous réunir, par exemple, cet après-midi. Il y a des coins du Mali où les gens ne peuvent pas se réunir. Mais il y a des militaires là-bas qui sont en train de se battre et mourir. Il s'est trouvé des ignares en politique qui sont dans les manifestations, donc ils se prennent pour des grands politiques, qui disent qu'il faut même nier les pertes du Mali. Et nous ne sommes pas dans la propagande. Quand on fait la guerre, c'est comme un enfant qui veut apprendre à marcher. Il tombe, il se lève. C'est comme un homme. Vous tombez malade, vous vous levez, jusqu'à ce que vous grandissez. C'est pour cela que j'ai toujours dit à nos militaires, on peut perdre, et on va même perdre des batailles. C'est les règles de la guerre. Mais nous allons gagner la guerre. Parce que notre guerre est juste. Il y a des gens qui sont allés dans les réseaux. Mais pourquoi le Premier ministre dit qu'on a perdu? On a perdu des batailles, mais on va gagner la guerre. Je voudrais qu'ils entendent très bien. Je ne sais pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont dans des manifestations. Parce qu'il y a certains qui croient que pour être un homme politique là, il faut savoir parler fort dans les meetings ou mentir dans les médias. C'est pas ça. C'est de dire ce qui est vrai. Si on n'a pas les preuves, vous comprendre. J'ai entendu même quelqu'un qui dit « Ah, le premier dit que l'armée a perdu une bataille à Tinzawaten. Et au Japon, les Japonais n'ont jamais dit rien. Ils ont perdu Hiroshima. » Mais j'ai dit que lui là, il est venu quand? Il s'est réveillé avant-hier pour nous parler d'Hiroshima. Moi, je parle de bataille et de guerre. C'est bon qu'il y ait la nuance. Ceux qui ne comprennent rien là, ils vont mélanger les deux. Et puis ils vont sur les plateaux, ils vont sur les réseaux. Le Premier ne doit pas dire ça. Mais qu'est-ce que les chefs d'état-major général de l'armée a dit? Le porte-parole des femmes, il a dit qu'à Tinzawaten, on a perdu une bataille. Il y a eu des vents de sable, on est tombé dans une embuscade. Mais qu'est-ce que le Premier ministre a dit de plus? Mais vous trouvez des ignares en politique qui sont là,
ils sautillent, ils réunissent les gens, ils distribuent de l'argent. Pourquoi le premier ça dit qu'on a perdu? Mais c'est dans une guerre, quand on ne perd pas, on ne peut pas gagner. Tous ceux qui ont gagné les guerres dans l'histoire de l'humanité, ils les ont commencé par les perdre. C'est la détermination de leur peuple, la lucidité de leurs dirigeants et la force du peuple qui plie mèneront jamais. C'est comme ça qu'ils ont gagné. C'est comme ça que le fascisme a été battu par les Russes, par les Allemands, par les Anglais, par même les Français qui sont venus nous dire qu'on envoyait les Noirs avant. On les a appelés à la table de négociation pour être dans la cour des grands, mais en réalité, ils étaient des immigrés. La capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville. J'ai entendu l'autre jour les soldats qu'on a assassinés à Tcharoui. On a choisi quelques-uns, Koumour pour la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On leur a dit qu'ils viennent se battre et ils auront leur liberté après. Et puis ce que beaucoup ne savent pas, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais là. Mais c'est les Africains de toutes les nationalités. Les plus engagés, les plus nombreux, c'est ceux qui venaient du Soudan, Haute-Volta, Niger, Mali. Au point que dans ce milieu, la langue de communication, c'était le Doula, c'était le Bamana. Mais beaucoup oublient ça. Ceux qui oublient ou ceux qui ne le savent pas, il faut leur rappeler. Des gens sont allés assassiner des dizaines d'Africains à Tcharoui. 80 ans après, leurs petits-enfants viennent nous dire qu'ils ont choisi 3 d'entre eux qui sont morts pour la France. Comme si ça rend plus digne que mourir pour son pays. Nous n'avons pas ce complexe-là. Les gens qui ont ça là dans la tête ou dans leurs habits, ils ne sont pas au Mali. En tout cas, ce n'est pas les acteurs dirigeants du Mali. C'est ce qui m'a fait dire à un haut responsable de l'Hexagone qu'Assimi Goïta n'a pas besoin de leur visa. Il quitte Kati, il est dans son bureau. Donc, il n'a pas de compte chez eux. Donc, il peut couper les visas, il peut fermer les comptes. Le leader du Mali n'est pas concerné. Pendant que les autres bourraient les comptes chez eux là-bas, Assimi Goïta et ses compagnons étaient au front. Ils ont fait plus de la moitié de leur vie. Quand je dis Assimi Goïta, il s'agit de tous les militaires, de ses compagnons-là, ce qu'on appelle les 5 colonels. Mais ils ont fait plus de la moitié de leur vie au front. Pendant que certains bourraient les comptes en Occident, vous construisez des maisons, parce qu'il y a des pays voisins là, quand vous partez là-bas, moi je connais des quartiers entiers, c'est l'argent qui vient du Mali. Les gens ils bourrent les valises, ils sortent avec l'argent, les militaires mouraient, l'argent des hélicoptères, des avions, et ainsi de suite. Et certains, vous voyez, depuis que ces piailleurs-là, de soutien de la transition, ont commencé à avoir le pignon sur lui à Bamako, les escrocs ont commencé à repris du service. Récemment, on a pris à l'aéroport quelqu'un qui avait 600 millions d'euros dans une valise. Il veut sortir avec. Ça, c'était les pratiques qu'il y avait avant. Il y a quelqu'un qui a mis 500 millions de francs CFA. Il est allé au Sénégal, on les a attrapés là-bas. Ils sont en prison maintenant. Donc, il y a une certaine situation qu'on a combattue, on va continuer à la combattre. Mais vous entendez, après, ce qu'on a théorie du Mogoma, vraiment, les gens donnaient l'argent du peuple pendant que les militaires mouraient. Quelqu'un qui vient, qu'on peut dépanner avec 100 000 francs, on lui donne 10 millions. Ah, car ça connaît, il est large. Si vous entendez qu'on vous dit que quelqu'un est large là, c'est l'argent d'autrui. C'est lui qui laisse son cesse ce cahier-là. C'est qu'il est en train de boire les lèvres d'autrui. Nous ne sommes pas dans ça. Et mesdames et messieurs, c'est pour cela que j'ai toujours dit, je vous demande, et par-delà à tous les Maliens et Maliennes, de vous joindre à moi pour prier pour les autorités de la transition et saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui nous ont restitué, on ne cessera jamais de le dire, notre souveraineté, notre dignité. On va le répéter, ça ennuie certains, ils vont dire qu'il y a mais on va le dire. Celui qui n'est pas content, il peut fermer ses oreilles, mais on va le dire. Parce que c'est la vérité. Les militaires ont trop été piétinés dans ce pays-là. Tous les complots que des gens ont fait contre des militaires,
Moi, je les connais tous. Après la transition de 2013, le chef de l'État, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées et d'autres militaires, on les a tous mis en prison. En complicité avec des politiques étrangères pour les démoraliser notre armée et faire en sorte que les Maliens ne croient plus à leur armée et qu'on mette notre sécurité dans les mains d'étrangers. Certains ont perdu 7 ans dans leur vie pour rien. Des femmes, des enfants ont été meurtris. On a gardé leurs maris en prison pendant 7 ans. En réalité, c'est un complot entre des politiciens véreux qui disent qu'ils sont venus pour la démocratie et certaines puissances étrangères. L'objectif, c'était de démanteler moralement, dans l'esprit des Maliens, le fait même que des militaires braves d'un pays peuvent prendre en charge. Donc il faut les décapiter. Il faut humilier les chefs. Et il y a des généraux qui sont dans les médias. Moi, j'ai les interviews que j'ai découpées, regardez. Ah, au Mali, il n'y a pas de militaires. Quand ils vont dans l'armée, c'est pour être des milliardaires. D'ailleurs, ils détournent tout. Et c'est ce qu'on met tous les jours. Si en plus de temps, on vient arrêter toute la hiérarchie, c'est une façon de convaincre les gens. Celui qui se lève tous les matins, il écoute tout ça. Il va croire que notre pays n'a pas d'armée. Moi, je suis toutes ces choses-là. Donc, tous les petits joueurs politiciens là, de la dernière minute, de la 25e heure, de la 5e colonne, qui s'agitent dans les médias actuellement, dans les meetings là, nous avons l'œil sur eux. Qui se le tiennent pour dire, je préfère que tout le monde entende et qui préfèrent aller dans leur champ, aller se cacher jusqu'à la nouvelle étape du développement du Mali. Mais ils ne vont pas nous tromper. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, même au moment où nous nous réunissons ici, maintenant, nos soldats sont en train de se battre contre des hors-la-loi, soi-disant qui se battent pour l'indépendance, je ne sais de qui. Personne ne leur a demandé de venir le libérer. Mais ils sont là, ils se battent, on leur donne de l'argent, on organise des complots contre notre pays. Et ils ont des alliés ici, des agitateurs professionnels. Vous savez ce qu'on appelle l'agite propre dans les luttes des années, au début du XXe siècle. La propagande, il y en a qui ne sont dans ça. Tromper les Maliens. Or, nous avons l'esprit clair. Nous savons l'histoire de ces pays, comment ils ont fait. Dès que quelque chose arrive, les droits de l'homme. Mais allez-y voir l'histoire de la France au lendemain de la libération. Paris était jonché de cadavres. Tous les traîtres, les patriotes se sont levés contre eux. Mais chez nous, tu trouves un traître qui vient et dit, ben ceci là, il faut que je m'incruste entre les patriotes là. Ah, toi tu es très beau, toi tu es mauvais, pour qu'il arrive à son objectif. Mais sous la colonisation, c'était comme ça. Quand ils arrivaient quelque part, on voit un frère, on lui dit, c'est toi qui dois être chef de village. On l'encense, on lui donne du poison ou des armes. Quand il finit de tuer son frère ou son parent, il vient rendre compte à son retour, on le tue. Et la tribu reste sans chef. C'est ce qu'ils veulent. Dès qu'ils voient des dirigeants qui sont là pour les intérêts de leur peuple, ils commencent à les diaboliser. On trouve des traîtres sous diverses formes qui font semblant d'être des alliés du régime. En réalité, c'est des ennemis jurés. Et au premier changement, c'est les premiers qui vont venir aboutir, applaudir. Mais avant, ils vont dire, on peut ça, on a fait. Ni ça y a dans tout ce que nous faisons, mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on oublie le rôle de l'armée. Quand je les ai appelés les monnaies baudins là, ce n'est pas de la démagogie. Où il y a monnaie de Boana, nous étions les militaires, on n'avait plus de pays. On allait continuer à manifester, crier, tout. On allait prendre, mettre les gens en prison, les tuer. Il a fallu que l'armée secrète, des hommes qui sont venus réorganiser nos forces armées de sécurité, qu'ils avaient besoin de chefs. Ces chefs militaires ont fait qu'aujourd'hui, les monnaies baudins là, on en a monnaie de Boana. Dans tout ça,
Mesdames et messieurs, c'est pour cela que ces forces ont besoin du soutien en tout lieu, en tout moment. Ils ont besoin de savoir que nous sommes derrière eux, je veux dire nos soldats, dans une union sacrée. Mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit, l'armée malienne est l'une des rares, pour ne pas dire la seule, dans l'histoire contemporaine, qui a rempli sa mission historique en quoi faisant. Elle recrute, elle forme, elle arme, elle entraîne, elle fait la guerre, elle gagne. Il y a très peu d'armées qui font ça dans le monde. Et donc, nous sommes obligés, si on a une conscience telle que je la vois, de leur enlever chapeau. Et c'est pourquoi je dis, j'ai même écrit un petit poème que j'ai appelé Django pour les femmes. Bien sûr, même dans ça, il y en a qui ont trouvé à spéculer. Ah oui, il aime la tête d'un femme, il n'aime pas la tête de l'autre. Bon, je dis ça, c'est le débat politique. La contradiction, ça peut nous faire avancer. Mesdames et messieurs, le président de la transition nous rappelle très souvent, et tous les ministres le savent, que le peuple est le centre de gravité de notre gouvernance, de la transition. Faisons en sorte que chacun de nous, à son niveau de responsabilité, puisse avoir comme credo le peuple comme centre de gravité de notre action au quotidien. Nous devions être exclusivement dédiés dans nos fonctions au service du peuple. Quand les dirigeants passent, les peuples restent. Ils sont permanents. Combien de chefs d'État du Mali ont passé? Combien de chefs d'État dans différents pays ont passé? Mais les peuples sont restés. Et vous voyez souvent les alliances se nouent et se renouent. Après, il y en a qui oublient complètement le passé. Ceux qui ne tiennent pas compte du passé, ils vont toujours se tromper. Et c'est pour ça qu'il est important que nous regardons chaque phénomène à travers les prismes du présent, les contradictions, celles qui sont fondamentales et secondaires, et le passé. C'est en cela que nous pouvons avancer lucidement. Comme je l'ai souvent dit, dans un pays, je le répète aux ministres, je le dis à tout le monde, vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez les lois. Lorsque un dirigeant agit en dehors de ceci, il va être tôt ou tard rattrapé par l'histoire. Mais on a envie, vous savez, j'ai étudié les conditions d'arrivée et de départ des différents présidents du Mali. L'une des choses que j'ai constatées, ce n'est pas la seule, c'est qu'à la fin de leur régime, ceux avec qui ils sont venus au pouvoir ont été écartés par les chansons des courtisans. Et quand ça se gâte, tous les courtisans rentrent sous la table, sous leur lit. Ce sont des hommes, ils disent à leurs femmes, si on vient me demander, il faut dire que j'ai voyagé. Ça trouve qu'ils sont sous le lit. On a fait descendre les draps. Tous les chefs d'État africains, maliens en tout cas que je connais, quand vous regardez leur parcours, vous allez trouver que ceux avec qui ils ont pris le pouvoir, à un moment, ils ont tous été écartés. Tous. Et c'est les laudateurs qui deviennent plus nombreux. Et quand le président a des problèmes, c'est le premier à défiler. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée. Et nous devons tout faire, mesdames et messieurs, pour que notre pays, que toute l'Afrique regarde, tout le monde regarde, tous les Noirs regardent, que nous ne décevons pas cet espoir qui a été suscité dans notre pays. Mesdames et messieurs, vous savez, les juges, le personnel du corps judiciaire, pour vraiment renforcer et soutenir le ministre de la Justice, qui a clairement dit son intention, approuvée par le président, chef de la magistrature, de faire organiser des états généraux de chaque corps. Il a organisé d'abord les avocats,
les notaires, maintenant les huissiers commissaires, il reste les experts judiciaires. Quand vous allez faire votre synthèse, faites exactement Maliens là, comme les soldats sont en train de le faire. Parce que quand la justice marche, l'armée marche, le travail des dirigeants politiques se simplifie en partie. Donc, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les hommes de justice, tout corps confondu, nous comptons beaucoup sur vous. Le Mali compte sur vous. La transition compte sur vous. La refondation ne peut pas réussir si vous ne jouez pas votre rôle. Mesdames et messieurs, vous savez, le Premier ministre, là, il parle beaucoup. Mais il y a des sujets que je ne laisse jamais passer. Parce que je suis avec des militaires, les militaires ne parlent pas beaucoup. Donc, il y a certains qui sont dans les médias, ils piaillent comme des oies qui voient des graines. Ils profitent du fait que les militaires ne parlent pas. Donc, c'est eux qui parlent. Ils sont convaincus que quand ils parlent, les militaires vont les croire. Les militaires, vous ne savez pas, ils font les mêmes études que nous. Sauf qu'eux, ils font la stratégie. Et ces messieurs qui sautillent comme des cabris, là, qui ont appris quelques leçons dans les livres, là, croient qu'ils sont très forts. Donc, ils parlent en espérant qu'on va les écouter. Les militaires ne disent rien à personne, mais ils savent ce qu'ils veulent. Il y en a qui viennent, moi c'est mes candidats, c'est comment ils l'appellent là, ils ont un nom façon là, que le candidat idéal et ainsi de suite. Après, M. Dessera, mais nous on sait pourquoi il fait ça. Depuis on n'entend plus parler de ça. Mais il y a d'autres qui ont repris, ils vont tous échouer. Parce que nous avons une conscience claire que sans l'armée, aucune politique ne va réussir. C'est ce qu'on a négligé avant. On a émasculé l'armée. On a détruit notre armée. On est devenu l'esclave des autres. Donc aujourd'hui, si on veut avancer, il faut mettre les militaires en confiance. Les complots des politiciens véreux et leurs alliés qui se cachent dans la presse, dans les syndicats, dans autre chose, je vais leur barrer la route. Parce que l'objectif de tout ce monde-là, c'est d'affaiblir l'armée. Une fois que l'armée est affaiblie, on est comme un organisme sans défense. C'est pour cela que vous aurez constaté de temps en temps, ils se lèvent, ils dénigrent des chefs militaires. Il y a quelques mois, parce que la masse oublie. Moi, je n'oublie pas parce que je note tous les jours. Il y a un moment, ils se sont levés. Pour les questions des droits de l'homme, on va suivre des gens qui sont au CNT, d'autres sont des forces spéciales, d'autres sont des parachutistes. Heureusement qu'à cette période-là, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense sont allés à Genève. Ils ont donné un coup de poing à ces faux rapporteurs, que leur rapport a disparu dans les tiroirs à Genève, pour aller réapparaître à New York. Les gens ne savent même pas, les militaires dont ils parlent, ils ne sont même pas au front. Ils sont au CNT. Mais ceux qui n'analysent pas ne comprennent pas. Ceux qui écoutent à l'extérieur ne savent pas. C'est une façon de diviser notre armée. À un autre moment, ils se sont levés en chœur, comme je les ai appelés, les pays de Jean, de John et de Johnny. Vous savez qui sont-ils? Ils se sont coalisés à l'ONU pour dire qu'ils vont mettre une pétition contre le Mali. Impliquer le Mali dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Heureusement que nous sommes restés très vigilants. Je rappelle tout ça parce que j'ai suivi avec beaucoup d'amertume certains faits ces derniers moments. Vous savez, au CNT, il y a un éminent membre qui s'appelle le général Minkoro Kane, qui a donné son avis dans les médias récemment. Comme il est président de la commission défense, sécurité et protection du CNT,
Il y en a qui s'en sont donnés à cœur joie, jusqu'au niveau des États. Et il a dû se donner son sentiment sur ce que certains chefs d'État, c'est connu de tout le monde, sont en train de dire et faire contre notre pays, le pays de l'AES. C'était une interview du 24 août 2024. Moi, je l'ai suivi intégralement. Donc, ce n'est pas ceux qui sont allés prendre des bouts de phrases pour venir dénigrer les gens. On a pris des bouts de phrases dans son interview pour dire qu'il a menacé de mort. C'est un chef d'État. Bon, quand tu vois seulement ça, effectivement, il y a des journaux qui l'ont condamné, ce qui est le travail de la presse. Moi, les journalistes qui l'ont condamné, je ne les en veux pas parce qu'un journaliste, il faut toujours écouter ce qu'il dit et voir ce qu'on peut prendre là-dedans. Il y a des hommes politiques aussi qui sont levés à l'extérieur. Il y a même des États qui ont fait écrire par leur gouvernement, soit disant qu'il a demandé d'éliminer physiquement des chefs d'État. Il ne l'a jamais dit. Il était venu dans la presse, il a expliqué ses idées, ce qu'il voulait dire. Mais je pense qu'à partir de ce moment, l'incident est clos. Mais non, on a continué, on a fait des lettres adressées au gouvernement. Je vous assure que si j'avais la conviction que ce qu'il a dit n'était pas correct, j'allais être le premier à dire ce qu'il a dit n'est pas bien. Mais dès qu'il a donné son explication dans la presse, que les choses étaient devenues claires, sauf pour ceux qui ne veulent pas comprendre, je me suis dit, ce monsieur, il faut le comprendre. Les attaques contre lui rentrent dans une stratégie globale de nous intimider. Lorsque des agents de presse, des soutiens défroqués de la transition, c'est là pour dire qu'ils vont donner des leçons. Effectivement, ils ont intimidé tout le monde. Au Mali, on n'a même pas parlé. Parce qu'on a laissé ces messieurs-là faire ce qu'ils veulent. Eh bien, moi, je ne laisserai personne passer. Comme les faux soutiens de la transition-là, les adversaires du Mali qui complotent contre nous à l'extérieur, nous allons les contrer pied à pied jusqu'à les faire échouer. Les propos du général Minkoro Kane ont été sortis de leur contexte. Que la presse interprète, c'est son droit, mais que des hommes politiques, des gouvernements se mettent à écrire sur ça et essayer de nous intimider, nous ne l'accepterons pas. Si les propos du général Minkoro Kane, comme j'ai dit, n'avaient pas été clarifiés par lui-même, j'allais être le premier à le condamner. Mais il a clarifié, le débat était clos. Mais ceux qui se sont mis à nous écrire, pour ceux qui se rappellent, le général a parlé des chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Bénin. Pour la Côte d'Ivoire, je crois que la sagesse a prévalu. Après les explications du général, chacun a su à quoi s'en tenir. Mais il y a un autre pays où ils se sont mis à écrire une lettre au gouvernement pour protester, pour que le général Minkoro Kane a dit qu'il faut l'élimination physique. Il ne l'a jamais dit. En tout cas, dans l'interview que j'ai vue. Élimination physique n'existe pas. On veut nous intimider. Personne ne va nous intimider. Et puis, les gens qui disent ça, vous savez, j'ai dit la Côte d'Ivoire était plus sage. Le président Ado, les Maliens peuvent dire ce qu'ils pensent de lui. Mais moi, je me rappelle toujours, dans la région de Sikasso, vous savez, toutes mes interviews, j'ai dit que le sud du Mali, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud du Mali. Que les incompréhensions entre les dirigeants sont passagères, mais les peuples vont rester. Ça ne sert à rien de faire la guerre entre les peuples. Vous savez, moi j'étais dans le gouvernement quand la crise avait éclaté en Côte d'Ivoire en 2002. Vous avez l'instruction qui a été donnée. Il nous a tous dit que partout au Mali, école privée, école publique, tout Ivoirien qui rentre sur le territoire malien, il faut qu'il fasse l'école. Aucun citoyen ivoirien ne doit perdre son année scolaire
parce qu'il a été chassé de Côte d'Ivoire pour diverses raisons. Ça, c'est un symbole. Le RDA de la Côte d'Ivoire, tout le monde se réclame de Houphouët-Boigny. Mais quand Houphouët voulait créer le RDA, il n'est pas allé à Abidjan. Il est venu à Bamako. Et quand vous regardez les péripéties entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les fédérations qui ont éclaté, le rôle que beaucoup considèrent comme négatif de la Côte d'Ivoire, certains le disent, ils ne le savent même pas, mais moi je l'ai étudié, je sais très bien ce qui s'est passé. Mais Houphouët était un communiste. Houphouët était à la pointe du combat pour l'émancipation des peuples africains. Mais à cette période, à la fin des années 50, le RDA était très faible, il était dans le trou. Et les colonialistes ont engagé une guerre sans merci en Afrique. Ils ont tué tous les nationalistes en Tunisie, obligé le roi du Maroc à aller en exil. On les a éliminés physiquement. Ils sont allés au Cameroun, ils ont tué, ils ont brûlé des villes au Napalm. Côte d'Ivoire, l'adjoint de Houphouët, on l'a assassiné, on lui a coupé la tête. Et lui-même, on l'a appelé, c'est Mitterrand qui l'a fait. Il était le ministre de ces colonies-là. Pour le menacer, s'il ne fait pas, il subira le même sort que les autres. Houphouët a pris sa décision, qui peut être discutable ou non, il est sorti. Il a déclaré sans concertation le désapparentement avec les communistes. Parce qu'en ce moment, quand on dit que tu es communiste, c'est fini pour toi. C'est comme au Mali, quand on veut salir quelqu'un, on dit « Ah, c'est les partisans de Moussa Traoré, c'est la dictature. » Donc quelqu'un se lève sans rien comprendre. Il rentre là-dedans. Il y a le désapparentement. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est à partir de ce moment qu'il a changé. Et quand il a changé, ils lui ont proposé de défendre ses intérêts. Ils ont construit le port d'Abidjan. Les ministres, les présidents de l'Assemblée, les hautes personnalités sont venus l'inaugurer. On lui a dit que si vous nous suivez, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Mais quand il y a eu les fédérations du Mali, la Haute-Volta, le Dahomey, le Soudan et le Sénégal, quand on a dit de voter, Modibo Keïta a voté le premier. Les autres aussi ont voté, mais quand ils sont retournés chez eux, mais on les a démarchés. Il y a plus d'1 500 000 voltaïques en Côte d'Ivoire. Les Français ont dit à Houphouët qu'on va les renvoyer en Haute-Volta, donc c'est pour déstabiliser le pays. On va construire le siège du sommet de l'entente. C'est-à-dire qu'ils ont fait une alliance commune. La base va être en Haute-Volta. Plus ce que d'autres savent que moi je ne vais pas dire. Le lendemain, Haute-Volta a quitté. Le Bénin, ils ont promis de faire un port et leur donner des avantages économiques. Le président qui a voté la fédération, Zinsou, il a été mis en minorité. On l'a éjecté. Et des gens qui sont contre la fédération ont pris le pouvoir. C'est comme ça que la fédération a éclaté. Il ne restait finalement que le Soudan et le Sénégal. J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand le premier Sénégalais était ici, je l'ai dit comment ça s'est passé. Parce que quand vous demandez aux Maliens, je sais vous tous qui êtes ici, vous avez une version qu'on vous a mis dans la tête. Quand vous demandez aux Sénégalais, ils ont la version qu'on leur a mis dans la tête. Mais la vraie version, elle est au milieu. Chacun avait sa part là-dedans. Sachant bien que les impérialistes cherchaient à détruire l'Union. Mais Modibo Keïta n'a pas cédé. Il y a un pays aujourd'hui qui nous fait la guerre. Mais moi j'ai la lettre de De Gaulle qui l'a écrite, que si vous continuez à soutenir l'Algérie, nous allons tirer les conséquences. Mais Modibo n'a pas cédé. S'il voulait juste échanger contre des avantages économiques, c'était fini. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et donc, dans ce pays qui nous a écrit une lettre pour protester, pour être clair, c'est le Bénin. Moi, j'ai le courrier qu'ils ont envoyé à notre ambassadeur. Mais le Bénin, c'était l'ancienne... comment on l'appelait là? L'ancienne Dahomey. Mais j'ai dit aux gens, faites attention. Les pays de l'AES que vous voyez là, ce n'est pas des pays venus de nulle part.
la propagande ne nous prend pas. Je voudrais leur dire qu'il soit très clair. Vous savez, récemment, pour vous montrer comment chacun défend ses intérêts, tout le monde a vu la déclaration de Houphouët quand il disait aux Africains, quand il a vu qu'on l'a contraint, il a dit aux Européens, dans 30-40 ans, on va parler des produits des matières premières. Et c'est pour ça que vous avez écouté dans un de mes discours récemment, j'ai dit, nous voulons que le prix du cacao soit fixé en Côte d'Ivoire ou au Ghana, et non à Paris ou à Londres. Lorsqu'ils se sont mis à dire qu'ils ne vont pas acheter le cacao ivoirien, que parce qu'il y a des enfants qui travaillent, mais pour défendre leurs intérêts, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas hésité. Il a dit aux Européens, si vous refusez d'acheter notre cacao, on sait où le vendre. On va aller en Asie. Mais il n'y a plus de débat après. C'est pour cela que j'ai dit à tous les pays, laissez-nous tranquilles. Les pays qui mettent des bases secrètes chez eux, en pensant nous déstabiliser, Dieu va les déstabiliser. J'ai déjà dit que tout dirigeant, tout responsable politique, tout pays qui se met à déstabiliser le Mali, il sera lui-même déstabilisé. La transition malienne a la bénédiction de Dieu. Et je demande aux autres Africains, nous ne nous mêlons pas de vos affaires intérieures, ne vous mêlez pas de nos affaires. Que chacun s'occupe de ses problèmes et laissez les autres. Si on travaille suivant l'agenda des autres, ça va être comme la guerre du Biafra. On a travaillé suivant l'agenda des Français pour diviser le Nigeria. Mais le Niger qu'on veut vilipender, c'est les officiers nigériens sont morts là-bas pour assurer l'unité du Nigeria. Mais c'était des intérêts d'autrui. La CEDEAO, quand on l'a créée, il y a des pays qui n'ont jamais voulu de la CEDEAO, les pays européens. Ils ont donné le couteau à des Africains pour venir déchirer le tissu de la CEDEAO, pour faire exploser. Et c'est pour cela que, mesdames et messieurs, j'ai été très clair et j'ai dit très bien, quand le premier Sénégalais était là le 12 août, dans mon discours, il y a quelques parties que j'ai rappelées. J'ai dit que nous ne sommes contre personne. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous nous battrons pour redresser notre pays qui a touché le fond de l'abîme et qui était menacé de disparition en raison des crises politiques et sécuritaires. Nous nous battrons et c'est là sans concession. Il faut que tout le monde l'entende. Pour l'unité de notre pays, pour son indépendance, pour son intégrité territoriale, pour sa souveraineté et pour la dignité du Mali. Nous sommes un État pacifique, ouvert et dédié au panafricanisme. Depuis les pères de l'indépendance, on est ouvert au panafricanisme. À travers l'intégration et l'unité africaine. Si vous observez bien, mesdames et messieurs, tout ça, je l'ai dit devant le premier Sénégalais. Tous les pays avec lesquels nous avons observé des soi-disant problèmes, le Mali ne s'est jamais ingéré dans les affaires intérieures. Tous les pays devant lesquels nous nous sommes assumés, en leur mettant à leur juste place, se sont illustrés par des ingérences intolérables dans nos affaires intérieures, où on poussait les actes attentatoires à la souveraineté de notre pays, qui se bat contre le terrorisme, qui se bat pour son existence en tant qu'État et nation. J'ai ajouté que les pays de l'AES sont situés en première ligne dans la lutte contre le terrorisme depuis plus d'une décennie. Nous allons continuer assurément à nous battre et les pays de l'AES constituent une sorte de digue pour protéger les pays d'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO qui ont manqué d'empathie vis-à-vis de nous. Quand on a tué les citoyens dans les bateaux de Tombouctou, la CEDEAO a fait un sommet. On n'a même pas présenté de condoléances à notre président. Ils n'en ont même pas parlé. Au Conseil de sécurité de l'ONU,
il y a un pays qui s'est opposé à ce qu'une simple lettre de condoléances soit adressée à notre président. Eh bien, mesdames et messieurs, ces choses, moi je ne les oublie pas. Il y en a qui sautillent, ils sont dans les médias. Moi je note tous les jours. Tout ce que les gens font contre le Mali, là, moi je ne laisse pas passer. Eh bien, cette CEDEAO qui a manqué d'empathie, de solidarité, du sens et de la connaissance de l'histoire. Je viens de vous parler un peu d'histoire. Et manquer de vision stratégique. Je vous ai parlé de ceux qui voulaient détruire la CEDEAO depuis longtemps. Et puis ils ont donné des couteaux à des Africains pour venir égorger la CEDEAO. Je l'ai dit en place que ce jour-là que la CEDEAO n'est pas mise en... L'AES n'est pas mise en place contre la CEDEAO. Elle n'est pas le bourreau. L'AES est la victime. L'AES est engagée dans un combat de survie de ses États et de ces nations, et pas des régimes politiques, comme certains, de façon malicieuse, tentent de le faire croire. L'AES n'est pas un épiphénomène, c'est une vision stratégique à long terme. Et les excellences, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition nigérienne, le général de brigade Abdourahmane Tchani, ils se sont retrouvés pour impulser l'intégration africaine et sous-régionale au profit des peuples. Et c'est pour cela que l'AES est née le 6 juillet 2024 à Niamey. Et il est fermement engagé à œuvrer pour l'autonomie d'action des organisations africaines afin que définitivement ces organisations soient pilotées par un leadership proprement africain. J'ai dit ça devant le premier Sénégalais pour que ça soit très clair. Nous ne sommes pas dans des jeux. Mais ceux qui mettent des bases secrètes chez eux, après ils viennent faire des dénégations dans les médias. Mais quand on dit secret, ça veut dire que c'est caché. Ils disent qu'ils appellent les médias internationaux pour venir voir. Heureusement qu'un journaliste a été là-bas, un journaliste français. Il l'a empêché d'aller sur les lieux. Et puis ces bases secrètes-là, on connaît comment ça se passe. Vous savez qu'au Burkina, en 2009, il y a eu une base secrète qu'on appelle Sabre au Burkina. On a caché ça même au Burkina, au peuple burkinabé. Parce que on voulait faire l'agenda d'autrui. En ce moment, le terrorisme n'était pas livré là-bas. Il y a un président qui pensait qu'il va faire du commerce sur le terrorisme au Mali. C'est la même chose dans ces pays. Vous mettez une base secrète au nord de votre pays. Vous voulez envahir le Niger. Personne ne touchera un pays de l'AES. Celui qui touche à un cheveu de l'AES, je l'ai dit, on va lui raser la tête. Donc, nous ne sommes contre qu'on nous laisse en paix. Et qu'on ne rentre pas dans des interprétations fallacieuses. Il suffit qu'un dirigeant parle. Ah oui, on a voulu faire du buzz. Un membre du CNT a dit ceci, a dit cela, c'est un militaire, ils veulent protéger le régime. Ça, c'est du pipeau. Et nous n'allons pas laisser passer ça. Parce que si on s'était là-dessus, c'est comme ça qu'ils vont endoctriner notre peuple. On dit que les dirigeants ne doivent pas parler. C'est parce qu'on ne dit pas tout au peuple. Les ennemis du Mali n'ont pas peur des dirigeants, ils ont peur des peuples. Donc nous, de courtou là, il faut enlever le voile pour que Bekouye ou Bemina, nous Kera, on va continuer à se battre. Et nous allons imposer notre ligne que notre peuple veut. Mesdames et messieurs, j'ai été très long. Mais il fallait le faire. Parce que moi, je ne laisse rien passer. Tout ce qui attaque le Mali, tous ces faux soutiens qui sautillent ici, dès qu'ils parlent, ils intimident tout le monde. Personne ne va nous intimider. Notre boussole, je l'ai dit aux militants du M5 RFP, il faut aimer votre pays. Il faut respecter celui que Dieu a mis à la tête du Mali. Il faut
il ne faut pas mentir. Tout le reste, c'est les débats politiques. Vous voyez des hommes politiques qui font des ponts, qui font des forages. J'ai entendu même des gens dire que je dis que c'est Hassimi. Mais il y a des hommes politiques qui sont dans ça. Ce que la présidence fait, ce que la primature fait sur les œuvres sociales, c'est écrit là-dessus. Ça, c'est au nom de l'État. Mais quand un homme politique qui doit être un agitateur d'idées va dans une localité, le pont est tombé, dit qu'il va construire le pont. Où est-ce qu'il a enlevé l'argent? Ça, c'est le début de la corruption. Il veut faire en sorte qu'au moment de voir ces gens votent pour lui. Mais quand j'ai dit ça sur ces gens-là, il y a des cabris qui sont allés sautiller en ville, dans les médias pour mentir, que oui, il est en train de critiquer Hassimi. Vous savez ce que j'ai à dire, je le dis à Hassimi Visa. Et j'ai dit que pour l'instant, la gouvernance des militaires, les Maliens sont d'accord, les Africains sont d'accord avec. Mais allez fouiller dans mes propos à une virgule, un point, virgule, en bon français, on met 2 points, là-bas on met 3 points, point de suspension. Ça, c'est leurs affaires. Moi, je les attends tout droit. Et ils tournent, moi je ne tourne pas. Parce qu'ils clignotent à droite, ils virent à gauche. Ils sont avec les ennemis du Mali, ils clignotent à droite. Après, ils disent qu'ils sont avec la transition. Nous, on ne vire pas, on va tout droit, on ne clignote même pas. Donc, je veux que tout le monde l'entende et se le tienne pour dire. Nous ne sommes pas venus pour mettre tout le monde ensemble. Nous sommes venus pour résoudre les problèmes pour lesquels les Maliens se sont soulevés. Leur défense, la justice, la lutte contre l'impunité, l'accord pour la paix et la réconciliation, qui est devenu caduc aujourd'hui, nous avions dit qu'on ne doit pas diviser le Mali. Et c'est pourquoi nous avons ajouté application intelligente. Il y en a qui ont dit, mais ça c'est quoi ça? Moi j'ai dit, attendez, les militaires l'ont tellement intelligemment appliqué que oui, au Bunte Kabokidal, ils sont maintenant des émigrés dans d'autres pays qui sont en train de les aider. Voici les choses que je voulais vous dire. Il y a là-dedans, comme j'ai dit, à boire et à manger. Chacun va aller couper des parties, faire sa spéculation, il est ennuyé, mais j'ai fait mon travail. Il faut que vous compreniez. J'ai saisi ces occasions-là pour faire passer des messages politiques. Après avoir parlé de leurs problèmes, j'ai parlé de nos problèmes. Donc il ne faut pas vous ennuyer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne chance. Et je déclare solennellement ouvertes les travaux des États généraux des commissaires de justice. Merci beaucoup.